Bonjour à tous les supporters, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié cette première semaine des JO. On se retrouve justement pour un nouveau podcast qui sera consacré aux deux premières épreuves qui ont eu lieu pour le patinage dans cette semaine olympique à titre individuel, à savoir la danse et les hommes. On fera ensuite un point sur les autres épreuves qui ont eu lieu et sur la place de la France au classement des médailles. Je vous rappelle que pour nous suivre et suivre l'actualité du club, vous avez toujours nos réseaux sociaux à disposition, à savoir la page Facebook Patinage, la page Instagram Club Supporter Patinage, mais également notre site internet, l'application pour les adhérents. Si vous souhaitez justement adhérer, vous avez toujours à disposition nos formulaires sur nos pages Facebook et Instagram, mais également vous pouvez nous contacter par mail pour plus de renseignements. On va donc faire un point sur ces deux premières épreuves qui ont été très indécises, spectaculaires mais également très surprenantes avec un dénouement absolument invraisemblable chez les garçons. On va y revenir, ça a été absolument stupéfiant, c'est le cas de le dire. Pour un vendredi 13, ça nous a réservé son lot de surprises, on va y revenir un petit peu plus tard. En ce qui concerne la danse, on a eu une très belle compétition avec de très beaux programme de danse de rythme et un très beau programme libre. Un duel qui était annoncé au sommet entre les Américains Madison Chock, Evan Bates, triple champion du monde, qui ont été très dominateurs dans les grands rendez-vous sur cette Olympiade, et le tout nouveau couple français ensemble depuis moins d'un an, Laurence Fournier-Baudry, et le champion olympique en titre Guillaume Cizeron, avec Gabriela Papadakis, on le rappelle. Un couple qui s'est donc mis ensemble depuis moins d'un an, sur la base d'une amitié solide depuis plus de 10 ans, un pari absolument insensé, réussir à créer une osmose, un unisson en très peu de temps et à faire fi de tout le contexte autour de leur retour. On va pas y revenir, mais des affaires qui ont été beaucoup ébruitées dans la presse au sujet de Nikolai Sørensen et du livre de Gabriela Papadakis. Ici, on va se concentrer sur le sportif et sur ce travail incroyable qui avait été fourni par Laurence et Guillaume pour revenir au niveau et viser une médaille olympique, voire le titre. Lors du programme par équipe, les Américains avaient dominé les Français d'un peu plus d'un point. Leur danse courte était leur point fort, et pourtant, lors du programme individuel, dès la danse rythmique, ce sont les Français qui prennent l'avantage, avec un record de 90 points, un peu plus de 90 points, 90,18. Ils prennent l'avantage malgré le fait de passer très tôt avec un programme absolument parfait sur le voguing de Madonna. Un programme fluide, original et différent des autres qui leur permet de prendre un petit avantage sur les Américains de 46 centièmes. Les Américains qui ont été très surpris de leur score alors qu'ils avaient fait plus de 91 points dans le par équipe. Ils ont perdu un niveau sur un élément de Evan Bates. C'est assez surprenant, on va pas se mentir. On pensait que les Français seraient plutôt seconds après la danse rythmique assez proche des Américains. Finalement, ça leur a permis d'être en tête, d'avoir peut-être d'ailleurs plus de pression, on le verra pour le programme libre, mais ça leur permettait de dominer le classement et le plus dur était quasiment fait déjà dès cette danse rythmique. Derrière, on retrouvait encore un duel très indécis entre les Canadiens Piper Giss et Paul Poirier et les Anglais Ferg Gibson. Là encore, petite inversion par rapport au programme par équipe, puisque ce sont les Anglais qui avaient dominé les Canadiens. Mais les Anglais ont commis une petite erreur qui a permis aux Canadiens d'être devant avant le programme libre, tandis que les Italiens, Guignard Fabri, eux, étaient un petit peu moins bien notés que dans le par équipe et étaient donc 5e. À ce stade de la compétition, on pouvait également souligner la très belle performance de notre duo Lopareva-Brissot, deuxième couple français et très solide, avec une très bonne 8e place sur FL65 et Daft Punk, un programme très original, très différent là aussi, et toujours très précis techniquement. Dans le programme libre, on a eu des renversements de situation, on a eu surtout beaucoup de tensions et des erreurs parmi des couples très connus, et notamment la plus forte a été pour Laila Shear avec Lewis Gibson, sur un programme qui était pourtant très beau, cette danse écossaise, ils pouvaient viser le podium. Un petit peu comme aux Europes, c'était sans doute trop de pression pour eux, ils n'ont pas su la gérer, grosse erreur sur les twizzles, gros déséquilibre de Laila, qui termine seulement 12e du programme libre, 7e au total, quelques dixièmes devant Lopareva-Brissot qui aurait mérité d'être devant eux au total et qui se contentent d'une 8e place. Mais par contre, pour les Anglais, cette 7e place est très décevante. Elle était très très déçue, Leila, et on peut la comprendre, car malheureusement,
avec cette grosse erreur, ils perdent toute chance pour le podium. Le podium qui revient aux Canadiens, Piper Giles et Paul Poirier, qui ont fait un programme absolument magnifique sur la nuit étoilée de Vincent Van Gogh. Un programme qu'on avait déjà vu par le passé, qu'ils ont retravaillé pour cette saison, qui nous laissait un petit peu sur notre faim, car ils n'avaient pas très bien patiné, ni au Skate Canada, ni en finale. Le Grand Prix de Finlande avait également été assez moyennement réussi. Là, ils ont été magnifiques en termes d'émotion, en termes de technique, en termes de précision. On sentait une vraie libération dans ce programme pour l'ensemble de leur carrière et pour le courage de Piper qui avait été, on rappelle, en 2023 opéré d'un cancer alors qu'il dominait le début de saison. C'est magnifique pour eux. Ils vont sans doute finir leur carrière sur cette médaille ou aux mondiaux. Mais en tout cas, on pourra dire qu'avec leur originalité, leur programme eux aussi très, très différent, on se rappelle du programme sur Hitchcock, ils ont amené quelque chose à la danse sur glace et c'est très beau qui termine par une médaille. Devant donc Charlène Guignard et Marco Fabri, qui aussi ont fait une petite erreur dans le programme long, qui ratent le podium à domicile. C'est un petit peu dommage. Maintenant, on le sentait venir. Dès le début de saison, ils étaient très tendus, très en retard au niveau technique. Ils sont revenus, mais malheureusement un petit peu trop tard par rapport à leurs rivaux. Le duel entre les Américains et les Français a lui aussi été très intense. Il a tenu toutes ses promesses. Ça a commencé par un programme sur le Painted Black des Rolling Stones, réorchestré en version flamenco pour Madison Chock et Evan Bates. Un programme techniquement très fort, très bien patiné. On sentait que les Américains voulaient mettre un maximum de pression sur les Français. Techniquement, ils l'ont fait. Malgré une certaine raideur du côté de Evan Bates et des petites imprécisions, on peut regretter sur ce programme un manque d'émotion, un manque de caractère par rapport à ce que le flamenco aurait pu leur apporter. C'est un petit peu dommage, néanmoins le score est monté très très haut, notamment en technique, et au total avec un point de plus que lors du Team Event, 134 points, ils n'ont rien à regretter sur leur compétition, ils ont été au niveau des champions du monde qu'ils étaient, qui sont toujours d'ailleurs jusqu'aux mondiaux de Prague, un très beau programme pour eux, mais en face, il y avait Laurence et Guillaume qui ont fait un programme absolument magnifique en termes d'émotion, en termes de fluidité, des portées absolument sublimes, notamment le fameux porté en courbe qui est leur signature. On peut noter une très grande fiabilité de Laurence qui a fait un travail incroyable pour se mettre au niveau. Une toute légère hésitation de Guillaume sur le Twizzle qui a fait une belle frayeur car il a perdu un niveau dessus, compensé heureusement par un niveau 4 sur une séquence de pas, qui est le seul à obtenir. Du coup, la note technique est quand même meilleure que celle des Américains. La note de composante est logiquement au-dessus. Ils remportent donc magnifiquement le libre et la compétition. C'est magnifique pour la France, c'est magnifique surtout pour eux, avec tout ce qu'ils ont eu à subir depuis le début de la saison. On rappelle le changement de musique après les Masters, parce que Depeche Mode ne correspondait pas à la décennie années 90, les soucis de jugement du Grand Prix de Finlande, la chute en finale du Grand Prix et toutes les controverses qu'il y a eu autour d'eux que les médias ont essayé de leur apporter pour les perturber, notamment du côté américain. Ils ont été bien plus forts que ça, bravo à eux, c'est magnifique. Les Américains ont beaucoup contesté le jugement, surtout les médias, beaucoup moins les patineurs, il faut le souligner. Le jugement, on le sait, est toujours très subjectif. Les Américains trouveront toujours à redire, notamment sur la note technique. Mais artistiquement, il n'y avait pas photo. Tous les juges ont salué unanimement depuis le début de la saison le côté émotionnellement très fort du programme de Laurence et Guillaume. Il n'y avait pas de contestation. Et on peut rappeler qu'en 2018, la juge canadienne place les Français 8e de la danse courte face aux Canadiens. C'était donc assez fort de la part des Nord-Américains de se plaindre, sachant qu'ils ne sont pas les derniers à faire du jugement favorisé. On l'a encore vu sur certaines compétitions, notamment avec le juge anglais qui place quand même les Français 4e de la danse courte. Ça aussi, il faut le souligner. Donc les Américains, plutôt que de contester le jugement, feraient plutôt mieux de conseiller leur couple sur la gestion de l'émotion dans leur programme, notamment avec ce très joli couple prometteur, Zingast Kolesnik, 5e de la compétition, et qui représente, selon beaucoup d'observateurs, l'avenir de la danse sur glace, avec
une danse courte très moderne et un programme libre très bien interprété également. En ce qui concerne la compétition masculine, que dire, à part que ça a été une compétition absolument folle. Compétition qui a débuté par un programme court de très très haut niveau, avec des performances assez incroyables pour le trio de tête qui a été composé à ce moment-là du grand favori, le quad god Ilya Malinin, qui faisait un programme parfait avec plus de 108 points, quad flip, quad lutz, triple boucle piqué, triple axel magistral. Il devançait de 5 points Yuma Kajiyama, le japonais, qui avait pourtant fait une erreur sur le triple axel avec un retournement. Et notre français Adam Serwinfa, qui avait fait un programme court absolument magnifique sur la terre vue du ciel d'Armand Amar, hommage à Léonard de Vinci. Pas de quad lutz, mais un quad piqué, triple piqué, quad salco d'une fluidité incroyable et un triple axel, une gestuelle contemporaine très différente et une totale confiance. Il battait son record avec plus de 102 points. Il avait à ce moment-là, Adam, presque 10 points d'avance sur 4 patineurs qui se suivaient à quelques dixièmes. Daniel Grassel, Mikhail Shaidorov, le Kazakh, Yunwan Cha, le Coréen, et notre Français, le deuxième Français, Kevin Emos, qui avait réalisé un programme parfait, là encore avec beaucoup de sens artistique sur Judas de Lady Gaga, avec cette fois-ci le quad triple. Kevin était 7ème après le programme court. On pouvait noter quelques surprises d'ailleurs dans ce programme court, la 9ème place de Sun Sato, et surtout la 12e place de l'athlète russe sous bannière neutre, Piotr Goumenik, qui avait fait un quad flip et un quad lutz, et qui pourtant n'était que 12e à cause de composantes très basses, le fait qu'il passait premier, et que les juges ont quand même été, il faut le dire, assez sévères avec lui, pour ne pas dire davantage, laissant limite penser que le côté politique avait pris le dessus sur le sport, ce qui ne doit bien sûr pas arriver. Ce qui s'est hélas reproduit dans le programme libre, car Goumenik a fait quand même 5 quads. Et entre le moment où les notes techniques sont sorties et le moment où les notes officielles ont eu lieu, il a perdu 11 points sur des dégradations de sauts qui étaient peu évidentes quand même, mais également un score de composantes très bas à 80 points, qui l'ont empêché de remonter sur le podium, alors qu'il en avait bien sûr le potentiel. Il termine 4e du libre, 6e au total, et c'est dommage, car au vu des erreurs qu'il y a eu par la suite dans la compétition, il aurait mérité un podium. Des erreurs, Kevin Emos en a aussi commises, avec un non-déclenchement sur le premier quad piqué sur son boléro, mais il s'est accroché avec un deuxième quad piqué, quelques erreurs sur des réceptions de saut, une intensité artistique, une émotion toujours assez unique sur ce programme-là. Malheureusement, ça ne suffit pas pour rester dans le top 10, il rétrograde en 11e place. Mais contrairement aux Europes, il a quand même fait une compétition courageuse, avec beaucoup de caractère, et un niveau vraiment très constant sur les 3 épreuves, à savoir le court du par équipe et les 2 programmes ici. Que dire ensuite du dernier groupe qui a démarré par un programme correct de Yunwan Cha, avec néanmoins une chute sur le quadruple boucle piqué, qui lui permettait tout de même de bien se placer. À noter ensuite le coup de tonnerre, la grosse performance, celle de Mikhail Shaidorov, le Kazakh, vice-champion du monde en titre, habitué à se faire dégrader les sauts de façon très surprenante. Cette fois-ci, tout a été comme dans un rêve, combinaison triple axel, quad salco parfaite, le quad lutz un peu limite en rotation et retourné, mais ensuite il se déchaîne, quad flip, quad piqué, quad salco, un programme absolument incroyable, un score technique qui s'envole, et surtout un énorme coup de pression pour tous ses rivaux qui vont tout simplement 1 à 1 exploser. On va d'abord avoir Daniel Grassel qui va être en difficulté sur toutes ses réceptions de saut, vers l'avant, y compris sur les quadruples, et une chute. Et puis malheureusement, viendra le tour d'Adam Serwinfa, qui pourtant était très bien placé, avait une occasion incroyable d'aller chercher une médaille, et qui a lui aussi subi de plein fouet la pression. Il n'avait pas fait le par équipe, lui, et malheureusement, ça l'a peut-être desservi. Ça, c'est difficile à dire. En tout cas, la chute d'entrée sur le quad lutz l'a complètement séché. Il en parle ensuite beaucoup de mal à reprendre son programme. Retournement sur le quadruple boucle piqué. Quasi chute sur le salco. Il lui manque une combinaison. Malgré beaucoup de courage et une belle fin de programme, ça ne suffit pas pour prendre une médaille. Il termine 7ème et échoue à 5 points de la médaille de bronze, qui finalement revient à Shun Sato,
Shunsato, le japonais, 9e du cours, qui a réalisé un très beau livre, mais qu'on ne pensait pas suffisant à ce moment-là pour remonter. La suite de la compétition et les erreurs des favoris lui ont permis de prendre une belle médaille de bronze. Devant lui, en argent, on trouve Yuma Kajiyama, qui n'a pas été parfait non plus, c'est le cas de le dire, avec une chute sur le quadruple flip, des erreurs aussi sur les autres quadruples, mais contrairement à Adam, un patinage quand même plus propre dans l'ensemble, et surtout des composantes qui ont été bien mieux notées par les juges, qui l'ont préservé, et qui, même s'il termine assez loin dans le programme libre, il est 6e, lui permettent de terminer vice-champion olympique à nouveau, 4 ans après la médaille de Pékin, vice-champion olympique donc, derrière Shaidorov, et oui, Shaidorov, et non pas Malinine, car alors que tout laissait penser qu'il allait écraser la compétition, certains parlaient même de record du monde possible sur le programme libre, Malinine a complètement et de façon incompréhensible craqué, lui aussi complètement déchiqueté par la pression. Le premier quad flip passe bien, mais ensuite axel simple, double boucle, chute sur le quad lutz, double salco chuté. Malinine n'était plus du tout dans son programme, il finit bien sûr en pleurs. On peut d'ailleurs noter de façon scandaleuse qu'il a des notes de composantes meilleures que celles de Goumenik et meilleures que celles que beaucoup de patineurs, ce qui est absolument incroyable, sachant qu'il n'y a rien dans son programme quand la technique ne passe pas, et encore moins ici, tellement il était désemparé. On a eu mal pour lui, on a eu mal pour Adam. Malinine termine 15e du libre, 8e du général, une compétition qui aura été finalement assez incroyable, un peu maudite, on pourrait dire, pour un vendredi 13 pour le dernier groupe. Néanmoins, un grand bravo à Shaidorov, qui est le seul à avoir tenu ses nerfs sur les 2 programmes, qui avait été assez mal noté dans le programme court, qui a été absolument incroyable dans le long. Il mérite absolument sa victoire. Il rend ainsi hommage à Denis Ten, grand patineur kazakh, premier médaillé olympique de son pays, franchement, et qui avait donc, on s'en rappelle, disparu en 2018. Et franchement, c'est un très très bel hommage que Shaidorov lui rend. Entraîné par un champion olympique en 94, Alexei Ourmanov, ça a peut-être aidé à gérer cette pression que n'ont pas su gérer ce soir-là ses principaux rivaux. Pour Adam, c'est bien sûr une grosse déception, c'est vraiment dommage. Il y avait de quoi faire, il y avait même de quoi être champion olympique. Malheureusement, c'est de l'apprentissage. Sa saison ayant été en dents de scie, c'est malheureusement à l'image de ce qu'il a fait, un bon programme, un programme un peu plus difficile. On lui souhaite énormément de courage, d'être en forme pour les mondiaux et pour la suite de sa carrière, car c'est un patineur qui le mérite vraiment. En ce qui concerne les autres compétitions pour la France dans cette première semaine, on peut noter le grand apport en médaille du biathlon, évidemment, avec déjà 3 titres obtenus. Le relais mixte de la semaine dernière, le titre de Julia Simon incroyable sur l'individuel devant Lou Jean Monod, le titre de Quentin Fillon-Maillet sur le sprint, mais également les belles médailles d'Éric Perrault, d'Émilien Jacquelin ou d'Océane Michelon. Le biathlon tient son rang en tant que pourvoyeur de médailles, 8 médailles déjà, c'est le record pour le biathlon sur une Olympiade. On peut rajouter à ça les belles médailles en fond de Mathis Desloges, 2 fois à argenté en individuel, et le relais ce matin, mais également la belle médaille d'argent par exemple de Roman Miradoli, qui a fait beaucoup de plaisir et beaucoup de bien à l'équipe de ski alpin féminine. Voilà ce qu'on pouvait dire dans l'essentiel pour l'actualité des sports d'hiver sur ces jeux. Vous retrouverez le résumé dans le bulletin et également sur l'application. Je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt pour un tout nouveau podcast et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux comme présenté en tout début de podcast. Très bonne semaine à tous et à très bientôt. Au revoir.